Est-ce qu'il y a des opportunités sur la côte parisienne? C'est ce qu'on va continuer à regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue notre revue des actions françaises pour le mois d'août 2025. Donc, je suis allé sur Companies Market Cap pour la France. On s'était arrêté à Coface dans la dernière vidéo. Là, on va prendre Valeo, Société industrielle et financière de l'Artois. On va sauter puisque c'est une holding. Lizzy, on va la prendre. Financière Moncé, on évite, c'est une holding. BIC, Exail Technologies, Enace, on prend. Anta Infrastructure Partners, c'est plutôt une holding si je ne me trompe pas, donc je vais la mettre de côté. Forvia, Peugeot Invest, c'est une holding, on la met de côté. Hop Mobility, Ineris, on va les prendre. On va prendre TF1, Believe a été sorti de la cote. On prend Robertet. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Ici, on a le symbole de cotation boursière d'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, donc valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, on ne va pas le considérer ici, il n'y a pas de financière, il n'y a pas de décote non plus. On est sur le rendement des capitaux investis, qui est la rentabilité opérationnelle, rendement des fonds propres, là plutôt pour les financières, qu'on va plutôt mettre de côté. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net, et payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Il faut se rappeler que le dividende est payé par les free cash flow. Donc, à minima, on veut une équivalence des free cash flow par rapport au bénéfice net pour que ce payout ratio soit valide. On y va tout de suite. Valeo, secteur des équipementiers auto. Attention, très compliqué. Donc, les constructeurs auto sont dans la panade à cause de la transition du moteur thermique vers le moteur électrique, sur lesquels les Chinois sont et inondent le marché grâce aux subventions, il faut bien admettre. Donc, les équipementiers auto, ils sont défavorisés dans le rapport de force face aux constructeurs auto, donc ils sont en souffrance. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Alors, 2,7 milliards en market cap pour Valeo. On est sur 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors attention que c'est un peu freiné quand même ces dernières années. Bon, les multiples de valorisation, c'est à la casse, en termes de flux. Enfin, pas à la casse. Quand on dit à la casse, c'est plutôt par rapport aux actifs. Mais là, on va dire par rapport au flux, c'est très très bas. VE sur EBITDA, on est à 3. Alors en PE, on a 19, mais le bénéfice net est bas à cause d'éléments non cash, à mon avis, puisque le free cash flow, il est 10 fois plus élevé, bien plus même. Donc, price to free cash flow, 1,5. Bon, voilà, c'est bradé. Maintenant, le marché est très très pessimiste et c'est normal qu'ils mettent des multiples aussi bas. On a vraiment les capitaux investis à 7,2%. Attention qu'il y a un peu de dette quand même. En bas de cycle, ça c'est jamais bon. Donc on a 2 fois les EBITDA en dette nette. Ça c'est un peu lourd. 4,4% de rendement du dividende qui est très soutenable via les free cash flow. Donc les free cash flow sont ultra élevés, c'est normal puisqu'on n'a pas de croissance, on n'a pas d'opportunité d'investissement. Donc la question pour Valeo, c'est donc là c'est intéressant. C'est intéressant, mais est-ce que la reprise est devant l'entreprise? Ce qu'il faudrait avoir, ça serait une décote sur actifs tangibles. Comme ça, vous avez une marge de sécurité supplémentaire si la reprise ne se passe pas. En tout cas, vous avez un coussin un amortisseur, on va dire, sur les actifs tangibles. Là, j'ai pas la valeur, mais je pense qu'elle n'est pas, elle est pas décotée sur actifs tangibles Valeo. Voilà, en termes de flux, c'est très très peu cher. On a encore de la rentabilité pour voir si la croissance se reprend. Donc, ça peut être intéressant de regarder Valeo au cours actuel. Moi, je préfère dans cette industrie-là Aquel, puisqu'il y a une décote sur actifs tangibles, il y a énormément de cash, donc on a un amortisseur. Mais Valeo, d'un point de vue quantitatif, pourquoi pas? Pour moi, ce n'est pas un secteur qui m'intéresse, le secteur auto, je suis plutôt à l'écart. Allez, Lizzy, Aérospatiale et Défense, on est sur un sous-traitant. Ils font des pièces pour les constructeurs aéronautiques. Donc, c'est la différence entre OEM, donc c'est Original Equipment Manufacturer, qui produit aussi les pièces détachées. Et donc là, j'ai oublié l'acronyme, mais il y a du coup les gens qui font des pièces génériques et qui ne sont pas les fabricants originaux. Ça, Lizzy en fait partie. On est sur 2,6 milliards de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 11 en VE sur EBITDA, 35 en PE, 23 en price to free cash flow. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Ce genre d'industrie, c'est pas ce genre d'activité, c'est normalement pas hyper valorisé, mais en fait, c'est les plans de défense, les plans d'armement qui viennent de tirer les budgets de la défense et de l'aérospatiale. Donc, Lizzy, en tant que participant de cette chaîne de valeur, en tant que sous-traitant, eh bien, du coup, c'est multiples qui sont aussi tirés à cause de ça. Bon, donc c'est quand même un peu chèrement valorisé pour le type de boîte que c'est. Rentabilité plutôt moyenne, enfin 6% de rendement des capitaux investis, c'est quand même assez intensif en capital. On va dire que c'est convenable, c'est pas exceptionnel. 1,8 fois les l'EBITDA en dette nette. Attention qu'il y a un petit peu de dette.
on est sur 0,8% de rendement du dividende qui est soutenable encore plus via les free cash flow. Donc Lizzy, bon, c'est un peu cher maintenant. Je pense que le timing est mauvais d'un point de vue multiple, donc vaut mieux mettre ça en watchlist et attendre que ça baisse un petit peu. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Le prochain dossier, c'est BIC. Alors BIC, on est sur plutôt la vente au détail. C'est plutôt de la consommation, c'est non discrétionnaire et discrétionnaire à la fois, BIC, hein, parce qu'ils ont des chaînes de business qui sont plutôt du récréatif, hein, ils font des kayaks par exemple, mais tout ce qui est papeterie, bon, avec la digitalisation, c'est quand même un marché qui est en maturité, mais tout ce qui est stylo, briquet, rasoir, ça c'est, on va dire, non discrétionnaire, j'aurais tendance à dire quand même, hein. Allez, 2,5 de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça quand même, ils arrivent à se maintenir, hein. Ça résiste au niveau de la croissance, il y en a toujours un petit peu. 6 en VE sur EBITDA, 12 en PE, 9,3 en price to free cash flow. C'est une boîte qu'il faut regarder par rapport à ses free cash flow plutôt que ses bénéfices nets, puisqu'on est sur une activité qui est mature. Donc on n'a pas besoin de réinjecter massivement de dépenses en capital, hein, donc du cash via les dépenses en capital, parce que la croissance est plutôt faible, donc il n'y a pas forcément d'opportunité d'investissement. Donc on dégage du free cash flow sur BIC, et c'est value, hein, en dessous de 10 en price to cash flow, c'est quand même pas très cher. 6 en VE sur EBITDA, ouais, c'est pas très cher. Rendement des capitaux investis à 10,5%, ça c'est correct, c'est très bien, même je trouve, c'est très correct comme rentabilité. Presque cash net sur le dossier, donc solide. Au niveau du bilan, 6% de rendement du dividende qui est, alors, au niveau des free cash flow, il est en dessous de 100%, mais on est quand même à un niveau élevé, hein. Donc attention, ce dividende-là, il va pas forcément être soutenable à ce niveau, mais je pense que on peut avoir un dividende à 4,5% qui est soutenable, hein, sur BIC. Donc ça reste intéressant. Donc BIC, c'est emblématique de dossier value, hein. Attention qu'il y a pas de, ils n'ont pas de moat, hein, ils n'ont pas d'avantage compétitif, concurrentiel en français, pardon. Donc voilà, ça c'est à considérer, mais sinon c'est quantitativement c'est value. Et c'est une société qui a toujours été très bien gérée, qui traverse quand même les cycles économiques sans trop de dégâts, hein. Même après, le marché évidemment ne valorise pas très cher, parce que c'est pas une histoire de croissance. Bon, moi j'aime bien, mais voilà, mais ça c'est mon billet value. Ensuite, on est sur Forvia, donc l'ancien Forestia, à nouveau une boîte qui fait un équipementier auto, voilà. 2,4 milliards de market cap, 12,6%, enfin 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, je pense que ça sent la consolidation, hein, où il y a eu un changement de périmètre sur les 5 ans, parce que le marché n'est pas aussi en aussi forte croissance, hein, donc il faut aller regarder. 4 en VE sur EBITDA, bénéfice net négatif, mais c'est un peu comme Valeo, hein. Là, il passe des dépréciations, des charges non cash, donc on fait une perte nette sur les 12 derniers mois, mais en free cash flow, c'est 2,2 milliards. C'est énorme en free cash flow. Ce qui vous donne un price free cash flow de 1. Donc c'est vraiment pas cher du tout. On est à, bon, la rentabilité, par contre, elle est faible, hein, 5,3% dans moins des capitaux investis. Voilà, c'est pas exceptionnel. Maintenant, c'est un résultat, donc au numérateur du rendement des capitaux investis, c'est le net operating profit after tax. Donc c'est ça prend en compte les dépenses non cash aussi. Donc en fait, il faut regarder pour Valeo et Forvia, il faudrait regarder des rentabilisés par rapport au free cash flow, hein. Il faudrait recalculer par rapport au free cash flow, et je pense que ça, du coup, c'est énorme, hein, comme rentabilité. Bon, alors il y a beaucoup de dettes quand même, 2,5 en bas de cycle comme ça c'est dangereux, je trouve, hein, pour Forvia d'avoir 2,5 fois les l'EBITDA en dette nette. 2 fois on peut accepter sur Valeo, mais là, si ça baisse pas, c'est quand même dangereux. Pas de dividende de verser, ça c'est sain, et à mon avis, ils priorisent le remboursement de la dette, ce qui est logique. Bon, même topo que sur Valeo, hein. C'est très très peu cher. Toute l'industrie auto, toute la chaîne de valeur, hein, auto, elle est peu chère. Même les mêmes ST Microelectronics qui fait des semi-conducteurs pour l'automobile principalement, ils sont très peu valorisés. C'est normal, c'est un marché qui est en train de se faire disrupter, donc Forvia, voilà, c'est pas cher du tout. Il y a des risques quand même, donc il faut l'avoir en tête, hein. On continue avec Exel Technologies, l'ancien groupe Gorgé, donc eux, ils font maintenant des drones, ils travaillent beaucoup avec l'armée, hein. Donc plutôt industriel, ici une aérospatiale et défense, mais ça c'est plutôt leur débouché, ouais, on va dire que c'est ça. 2,4 milliards de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais le gros de la croissance est maintenant devant l'entreprise. Elle a son carnet de commandes ultra plein, enfin très rempli, plein à craquer. Maintenant, il faut délivrer, donc la croissance va accélérer, et le marché, évidemment, n'a pas laissé passer ça sans le sanctionner, c'est-à-dire qu'il y a des multiples hyper élevés, 65 en VE sur EBITDA, 30 en price to free cash flow, on fait encore des pertes nettes. Bon, c'est trop cher, hein. Exoid Technologies, si vous étiez dessus, bien joué, mais maintenant, il va falloir commencer à prendre ses gains, parce que il y a pas à ce niveau de valorisation, c'est asymétrique, hein. C'est que
bonne publication, vous allez avoir une expansion encore marginale des multiples. Une publication légèrement en dessous des attentes, le multiple va se faire découper en deux. Donc c'est asymétrique maintenant. À mon avis, plutôt sage de prendre ses bénéfices sur Excel si vous en avez et de se mettre à l'écart. Emaïs, l'ancienne, alors c'est pas Corian, c'est Orpea. Donc tous les problèmes qu'il y a eu, donc le bad buzz, une industrie qui est sale, hein, plutôt, enfin la gestion en tout cas. Donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans la valorisation, on fait des pertes. Bon, il y a des free cash flow parce que maintenant on purge le passé, hein, donc on purge, on fait passer d'énormes dépréciations, on vend l'immobilier, etc. On a encore, la route est encore longue pour sortir d'une part de l'image mauvaise qu'a cette industrie et en plus de purger toutes les erreurs passées au bilan. Donc Emeis, on se met à l'écart. Hop Mobility, donc l'ancien Plasticonium, si je ne me trompe pas, équipementier auto, à nouveau. Donc même problématique que les autres, hein. Croissance, ok. Il y a la croissance sur les 5 dernières années. Donc attention, sur les quelques dernières années, il n'y a plus de croissance. Une market cap de 2 milliards. Multiple de valorisation faible. 4,3 en VE sur EBITDA, 11 en PE. Après, les bénéfices, comme les autres, ils sont bas, puisqu'on passe des dépenses non cash, on passe des dépréciations. Mais en free cash flow, on est à 4. Donc c'est très très peu cher. 7% de rendement du capital investi, un peu moins de dette que les autres. Donc ça c'est bien, on est sur un dividende de 5,6%. Donc il s'autorise quand même à verser un dividende qui est bien soutenu par les free cash flow. Donc peut-être que dans la liste qu'on a ici, entre Valeo, Forvia et Hop Mobility, je pense que Hop Mobility est quand même celle qui est la mieux positionnée, hein, en termes de quantitatif. Il y a celle qui a moins de problèmes. Donc voilà, si on va aller sur le secteur équipementier auto, ce qui n'est pas mon cas, Hop Mobility, je pense que c'est quantitativement la plus intéressante. Ensuite, on est sur Imeris. Donc, eux, ils font plutôt des minéraux, collection de minéraux. Ils sont sur 2,7 milliards de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Attention, en général, on évite les entreprises en décroissance. Donc, il faut regarder ce qui s'est passé sur les quelques dernières années, sur les 2 dernières années ou la dernière année, pour voir si la croissance est revenue, parce que sur 5 ans, on est en décroissance et ça, c'est pas bon, hein. Quand on est en décroissance, le problème, c'est que les marges s'effondrent parce qu'on a un effet ciseau, le levier opérationnel qui est négatif, hein, qui se retourne. C'est-à-dire qu'on distribue moins de coûts fixes on distribue toujours autant de coûts fixes, pardon, sur moins de volume. Donc ça vous fait des marges unitaires qui sont plus faibles. Donc attention à ça. 6 en VE sur l'EBITDA, 17 en prêt sur cash flow, perte nette sur les 12 derniers mois. Bon, voilà. Il faut regarder pourquoi est-ce que les free cash flow sont aussi bas comparé à l'EBITDA. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne convertit pas l'EBITDA en free cash flow? Donc il y a peut-être il y a du travail en plus à aller faire pour comprendre ça. On est sur 4% de rendement des capitaux investis. Donc c'est pas incroyable au niveau de la rentabilité. Pas mal de dettes, cette fois les bidas en dette nette, et il continue à verser un dividende. Alors ce dividende, il doit être soutenable quand même. Si on regarde, hein, ça fait 100 millions, hein, de dividendes. Attention que les free cash flow sont à 120 millions, donc non. Imeris, je pense que pour l'instant, c'est pas le timing est pas bon. Là, ils sont en bas de cycle. La dette est élevée, la rentabilité est faible, ça me semble trop dangereux. Ensuite, on est sur TF1. Belle entreprise pour un rentier. Donc la chaîne, enfin la filiale de Bouygues déjà. D'ailleurs, Bouygues rachète des actions TF1, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Numéro 1 en France sur l'audiovisuel, en tout cas sur la télévision. Un business qui est mature, hein, donc ça bouge plus trop. On a 2-3% de croissance, 2-3% de croissance, ils font un peu d'acquisition, mais pas grand-chose. Ils se lancent un peu dans le streaming, donc ça peut être un relais de croissance. Pour l'instant, voilà, le gros, ça reste les recettes publicitaires via la télévision. Bon, il y a quoi, une audience captive, entre guillemets, même si on a de plus en plus d'alternatives, mais on a encore une grosse part de la population qui regarde son JT sur TF1, donc on touche beaucoup de monde. On a un reach assez impressionnant avec la télévision encore. Ça va changer avec les prochaines générations. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il n'y a plus trop de croissance. Maintenant, les nouvelles générations, à mon avis, se renseignent, regardent plutôt les chaînes soit du streaming, soit YouTube. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de croissance à venir sur TF1. C'est pas forcément un problème. Ça n'empêche pas d'investir là-dedans tant qu'on maintient un niveau de croissance soutenable, un peu, on va dire, positif, 2,5-3%, ça reste acceptable. On est sur 2,1 milliards de dollars de market cap. Multiple de valorisation très faible, 3,5 en VE sur EBITDA, moins de 10 en PE, moins de 10 en free cash flow, donc 9 pour les deux là. Voilà. Sur une boîte qui va dégager structurellement des free cash flow, parce qu'il y a plus d'opportunités de croissance, donc pas besoin de faire des grosses dépenses en capital. Donc ça permet de dégager du free cash flow. 9,3% vraiment les capitaux investis, c'est honorable comme rentabilité, cash net sur le dossier, évidemment, puisque de toute façon, ils ne font pas d'énormes acquisitions. Donc, ça permet la bonne rentabilité et la faible croissance permet de générer du cash. Donc, on est cash net, on va pouvoir rendre ce cash aux actionnaires et TF1 le fait très bien. 7,2% de rendement du dividende
soutenable en plus, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, hein. Donc on a 65%, 60-65% de payout ratio par rapport au free cash flow. Très bien. Moi, j'aime bien TF1. S'il y avait un profil rentier, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant, peut-être un jour, mais je pense que je prendrais du TF1 parce que si c'est au moment où je regarderai, si ça présente les mêmes multiples, il n'y a pas de problème, hein. On a notre dividende et c'est tout ce qu'on veut là-dessus, hein. Par contre, pas de croissance du capital, hein. Donc, ça, c'est sûr. Par contre, dividende de 7%. Ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Robertet, belle entreprise. On sous-traite aux l'entreprise qui produit du parfum. Donc, on produit les fragrances chez Robertet. Très très belle entreprise. On est à 1,9 milliard de dollars de market cap, 7,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il y a un fonds de croissance intéressant. 13 en VE sur EBITDA, 21 en PE, 24 en price to free cash flow. Les multiples sont raisonnables pour une boîte qui a de la croissance et qui est qualitative. On est à 11,2 en rendement des capitaux investis et 0,8 fois l'EBITDA en dette nette, donc on n'est pas trop endetté. Un petit dividende qui, pour l'instant, prend pas beaucoup de free cash flow. Donc les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets parce qu'on fait la dépense en capital, parce qu'il y a la croissance. Donc on va continuer, tant qu'il y a de la croissance, à avoir des free cash flow un peu plus bas que les bénéfices nets et ce n'est pas du tout un problème, c'est normal quand on a une société de croissance organique, comme c'est le cas pour Robertet. Donc 20% de payout ratio. Pour l'instant, le dividende, il est maigre, mais il va monter tranquillement, tranquillement, au cœur de la croissance. Donc Robertet, très beau dossier également pour un actionnaire plutôt orienté croissance à prix raisonnable. Bon, alors en fonction de son profil, qu'est-ce qu'on peut prendre? Si vous faites de la value ou du dividende, on peut aller sur BIC et sur TF1. Même si, enfin, sur TF1, même s'il n'y a pas beaucoup de croissance, je pense que je reviens un peu sur ce que j'ai dit, je pense qu'on peut quand même avoir un peu de croissance du capital parce que les multiples sont très bas. Mais bon, le gros viendra des dividendes réinvestis. Donc c'est pour ça que ça peut être quand même intéressant pour un investisseur value, absolument en PEA pour le coup, hein, parce que comme ça on n'a pas de frottement fiscal sur le dividende et on peut le réinvestir dans TF1 avec un dividende qui va peut-être continuer à croître un petit peu, mais en tout cas on peut faire comme ça la croissance du capital avec TF1. Donc si on est value, on peut prendre BIC et TF1 avec un peu plus de risque. On peut prendre, à mon avis, je prendrais quand même Op Mobility par rapport aux autres dans le secteur équipementier auto. Et si on fait de la croissance à prix raisonnable, on peut aller sur Robertet. Si vous avez des gains sur Exide Technologies, prenez-les et mettez-vous à l'écart. C'est mon conseil. Je peux me tromper, bien sûr. Et bien sûr que le cours peut encore doubler, mais là, ça devient de la spéculation. Voilà. Moi, c'est que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.